Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec nos invités Jean-Emmanuel Pierre, Franz Voltaire, Tilou, Jean-Paul Chalmers, Larose, Chantal Rorom, Asma Heurtelou. Et avant d'aller à la pause, on parlait justement du rôle que la diaspora doit jouer dans la nouvelle Haïti. On ne peut pas s'exclure. On a déjà été exclu. La diaspora est exclue. La diaspora peut jouer un rôle très limité dans l'Haïti d'aujourd'hui. Et après la nouvelle constitution de 87, qui a vraiment consolidé l'exclusion des Haïtiens, et on peut se retrouver à se dire aujourd'hui, mais après toutes ces années-là, mais voilà l'Haïti, hein, voilà ce que est devenu Haïti. Il va falloir qu'on ait un rôle. C'est pas pour devenir un président, mais qu'on exerce une fonction en Haïti, qu'on fasse quelque chose. Et j'ai dit qu'on allait commencer, s'il est là, professeur Rorom, Chantal. À vous, professeur, comment ça va? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la nouvelle Haïti, professeur Rorom, Chantal? Écoutez, on pourrait se risquer à faire des prophéties, à exprimer un optimisme robuste par rapport à l'évolution du pays, mais rien de tout ça ne serait scientifique. La construction d'un pays passe par des actions réfléchies et il faut interpeller les sciences sociales s'agissant d'inventer un nouveau pays. Il y a plus d'un siècle, le politicien haïtien, l'intellectuel Rosalvo Bobo, à l'occasion du centenaire de la République d'Haïti, de la fondation de la République d'Haïti, avait prononcé un discours dans lequel il avait exhorté ses contemporains à changer de paradigme si jamais ils voulaient construire un nouveau pays, faute de quoi on célébrerait le bicentenaire d'Haïti dans les mêmes conditions où on fait honte, on a honte, on est un objet de risée, l'objet de la risée du monde entier. On a effectivement célébré en 2004 le bicentenaire de la République d'Haïti, peut-être que dans des conditions encore pires qu'il pouvait lui-même l'imaginer en son temps, le docteur Rosalvo Bobo. C'est pourquoi, au lieu de m'aventurer sur l'avenir d'Haïti, l'évolution probable, moi je vais dire ce que je pense de ce qui devrait être fait maintenant. Et pourquoi ce n'est pas fait? Ce qui devrait être fait, c'est tout d'abord la mise en place d'une équipe de transition. Nous savons bien qu'il n'y a pas de provision constitutionnelle pour pourvoir au poste de direction en Haïti. La Constitution ne prévoit rien dans le cas de figure qui est devant nous. Et justement, dans ce contexte, il serait salutaire pour l'avenir du pays que ces maîtres étrangers, sans l'approbation de qui rien ne peut se faire en Haïti, approuvent ce projet. La constitution d'un gouvernement de transition composé d'individus compétents, crédibles, au-dessus de tout soupçon et réputés pour leur engagement à la démocratie. Ce gouvernement de transition serait composé donc de représentants approuvés par les différents secteurs de la vie nationale haïtienne et aurait pour tâche de penser les institutions et les penser
de façon fonctionnelle, négocierait avec les pays partenaires étrangers d'Haïti la forme que prendrait une coopération technique pour aider à donner une réponse au problème de la violence en Haïti et bien entendu, en fin de compte, organiserait des élections auxquelles prendraient part tous les Haïtiens, toutes les Haïtiens en âge de voter. Car ce qu'il faut en Haïti, c'est une équipe légitime. À défaut de la légitimité électorale, la légitimité populaire et politique donnerait à ce gouvernement toute la latitude nécessaire pour aller de l'avant. Il nous faut punir, juger ceux qui sont impliqués dans le détournement des fonds du programme Petro-Caribé. Il est inacceptable, mais aussi il nous faut juger tous les esprits de malfaisance qui sont impliqués dans le financement de la criminalité, l'instrumentalisation du banditisme et donc qui ont instrumentalisé les bandits pour créer le chaos. Pourquoi ces mesures sont nécessaires? Nous avions vu que par le passé, des forces étrangères ont été déployées en Haïti. Elles ont contribué à ramener une paix négative parce que cette paix est assurée par la présence sur le territoire de soldats et en particulier de soldats étrangers. Et qu'une fois retirés, nous basculons à nouveau dans le chaos. À chaque fois qu'on contribue à la formation de la police nationale, qu'est-ce qui se passe après? Les policiers sont cooptés, la police nationale est politisée. Tant qu'on ne prend pas des mesures pour empêcher qu'on refasse les mêmes expériences, on aura formulé tous les vœux pieux qui soient, rien n'adviendra, n'interviendra, ne se passera en Haïti. Donc, il nous faut partir, je vais terminer là-dessus, sur de bonnes bases. Et pour avancer, rien ne vaut la science. Il y a beaucoup de médicastes en Haïti, beaucoup de charlatans qui sont en train d'imaginer l'avenir d'Haïti. La science n'est pas infaillible, mais la science, c'est une base sûre sur laquelle bâtir, sur laquelle construire. Et ce que nous dit la science, le problème d'Haïti n'est pas économique, le problème d'Haïti n'est pas sécuritaire, le problème d'Haïti est de nature politique. La République dominicaine l'a fait. Il y a de cela quelques décennies. Ce pays voisin se trouvait dans la même situation d'instabilité politique que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un dialogue national au terme duquel ils ont conclu un pacte de gouvernance, lequel pacte était assorti d'un mécanisme de mise en œuvre, c'est-à-dire avec les modalités pour contrôler, surveiller le comportement des acteurs, et ceux qui s'écartaient de ce qui a été prévu et décidé étaient évidemment susceptibles d'être punis. Donc, arrêtons les vœux pieux, nous faut prendre des mesures concrètes avec des mécanismes pour les mettre en œuvre. C'est de cela qu'émergera un pays nouveau et d'ici 5 ans, pas plus, 10 ans, pas plus. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu un Haïti nouveau où il serait
Merci, professeur. Alors, j'aimerais vraiment, pour terminer, chacun 2 petites minutes pour nous dire, oui, ce que la diaspora peut apporter dans la construction de ce nouveau pays. Professeur Larose, allô? Allô? Oui, professeur Larose. Euh, la question c'est relative à la diaspora, c'est Oui, ça? absolument, oui, la participation de la diaspora. Bon, écoutez, comme on le sait, il y a beaucoup de ressources haïtiennes qui sont éparpillées un peu partout à travers le monde. La question est de savoir aussi comment canaliser ces ressources-là, comment les identifier, comment établir aussi la connexion entre Haïti et cette diaspora-là, les gens qui sont à l'extérieur. Mais je crois que, comme vient de le dire le professeur Ronron, je crois qu'il y a nécessairement une très grande préoccupation pour le changement politique. D'abord, je crois que c'est ça qui va nous donner la possibilité de voir clair dans cette articulation entre les ressources qu'on a à l'extérieur et les besoins qu'on a à l'intérieur. Donc, il y a une participation à envisager pour les Haïtiens en général qui sont à l'extérieur, mais la question est de savoir exactement quelle est la nature de cette participation et comment la réaliser. Hmm. Et on a tenté à plusieurs reprises d'instrumentaliser la diaspora haïtienne, en fait, les Haïtiens qui sont à l'extérieur, à des fins partisanes, à des fins politiques de partis en général. C'est ça qu'il faut éviter aussi. Je crois que c'est une nécessité, c'est une nécessité pour une nouvelle Haïti, mais je ne sais pas exactement comment cela pourrait se réaliser. Hmm. Il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle une réflexion approfondie sur cette question-là. Pas nécessairement de type ministère, disons, des Haïtiens vivant à l'outre-mer, qui est tout simplement une sinécure, mais une vraie réflexion qui part, disons, des Haïtiens eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi avec leurs contreparties en Haïti, et voir exactement comment orienter et canaliser les ressources vers vers les besoins, vers là où on a besoin de ces ressources-là. Mais c'est Hmm. pas nécessairement de dire, bon voilà, la diaspora va venir en Haïti parce que c'est ça, euh, un libérateur. Moi, Non. par exemple, moi je vis ici depuis plusieurs années, je ne me vois pas comme libérateur d'Haïti. Et je ne prétends pas l'être. Donc, tout Haïtien qui serait à l'extérieur, qui se voit aussi comme libérateur d'Haïti, se trompe. Donc, Absolument. il faut absolument euh, euh, disons, aller avec méthode et identifier d'abord les besoins d'Haïti et par la suite identifier les ressources disponibles à l'extérieur et euh, euh, connecter et articuler ces ressources-là avec les besoins réels. Hmm. Jean-Emmanuel Pierre. Allô, Jean-Emmanuel Pierre. Est-ce que Jean Bon, est... il faut que Oui, j'arrête de jouer avec avec, mes avec quoi tu joues, Jean-Emmanuel? mes deux mains sont sur le volant. D'accord, les deux mains sur le micro maintenant. Oui, mais il n'y aurait pas grand-chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le rôle de la diaspora, parce que toute cette réflexion, c'est justement une réflexion que nous faisons à distance pour essayer de comprendre et apporter au moment où il le faut notre part. Et comme je l'ai dit, nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes des gens qui réfléchissent beaucoup sur la situation en Haïti euh, et qui, au cours des dernières années, chacun à son niveau,
à essayer de donner, d'apporter sa part, sa participation dans ce qui est en train dans ce qui pourrait être fait, dans ce qui pourrait se construire. Je crois que une des occasions qu'on a ratées, c'était le tremblement de terre où on avait vraiment une réflexion sur cette possibilité de repartir, de partir cette reconstruction ou de construire Haïti différemment et dans son approche, dans l'approche entre élite et masse populaire et dans l'approche aussi de réflexion par rapport aux rêves communs. Parce que c'est ce qui manque aussi au pays, c'est la construction de ce rêve commun qui puisse permettre à tous les Haïtiens de se retrouver autour d'une perspective qui pourrait nous permettre d'avancer ensemble. Et je crois que la construction de ce rêve ne peut se faire sans un apport de la diaspora. Je l'aurais dit, Haïti ne peut plus faire l'économie de sa diaspora, pas seulement, comme le soulignait le professeur Chalmers, dans l'utilisation ou bien au niveau financier, c'est-à-dire dans les transferts qui se font, ou bien à des moments ponctuels politiquement, Hmm. mais dans une réflexion globale, dans une participation globale et une construction globale. Et oui, Tilou, je pense que ce point de vue-là sera très intéressant parce qu'il est de résidence récente au Canada et commences à comprendre la dynamique de la diaspora. Tilou, qu'est-ce qu'on peut apporter? Bon, moi, moi, je n'avais jamais douté que les Haïtiens qui vivent à l'étranger peuvent apporter leur expertise en Haïti, surtout dans un pays où de temps à autre, pour un cric et un crack, on doit faire appel à un expert étranger. Donc, si l'expertise peut venir d'un fils du pays, je pense que ce serait mieux. Mais je dois quand même signaler, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas attendre un sauveur de la diaspora. Il faut des garde-fous pour quelle que soit la personne qu'on puisse empêcher des dérives et si des dérives arrivent, qu'ils puissent répondre devant une institution. Et pour moi, c'est important. Mais par rapport au rôle de la diaspora en tant qu'entité, je ne vois pas la diaspora comme, je dirais, une entité à part. Non, les fils et filles du pays n'ont pas à être exclus. Sous quelle que soit la forme. Évidemment, quand on parle de poste sélectif et poste présidentiel, tout ça, je pense que c'est un faux débat parce que tous les membres de la diaspora ne seront pas candidats, tous n'ont pas envie d'être candidats. Et puis, je ne pense pas que nos tares et nos dérives et nos malheurs viennent du fait qu'il n'y ait pas un élément ou un membre de la diaspora à la tête du pays. Non, on aurait pu avoir un membre de la diaspora et être dans une situation beaucoup plus... bon, là, c'est difficile de faire plus compliqué, Ah, mais en tout voilà. cas aussi compliqué. On a eu déjà des membres de la diaspora. Je pense que Laurent Lamotte était un membre de la diaspora qui sont venus et qui ont fait pareil, sinon pire que ceux qui vivaient au Hmm. pays. Donc, je ne vois pas vraiment la diaspora comme une entité à part et séparée, non. Mais je vois que tous les fils et filles du pays ont leur rôle à jouer. Surtout maintenant, si on pouvait en douter avant, maintenant avec cet exode-là, je pense que la crème des techniciens du pays, des cerveaux, est en grande partie à l'extérieur. Donc, évidemment qu'ils ont leur rôle à jouer. Oui, Franz Voltaire. Bon, sans redire la même chose. Vous savez, Haïti ne fait pas exception à ce qui s'est passé en République dominicaine. Ce qui s'est passé en République dominicaine, je me rappelle, sous le gouvernement de Léonel Fernandez, quand il y a eu la première délégation de gens de la diaspora, essentiellement c'était la diaspora de New York qui est arrivée, et il leur a dit, est-ce que vous êtes citoyen américain? Non, alors allez-vous-en. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas citoyen américain, capable de peser en tant qu'élu sur les décisions ou d'influencer, de jouer comme un lobby, c'est-à-dire que vous n'avez pas un rôle déterminé. Par contre, Léonel Fernandez, je prends ça comme exemple, il avait choisi comme premier ministre des sports un des grands joueurs de baseball dominicains qui avait joué dans les Giants de San Francisco. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a mis en place ce programme de développement du sport, la République dominicaine a fait pendant à ce qui se passait en Floride. Aujourd'hui, le sport représente presque $1 milliard d'investissement parce que des camps pour le baseball sont faits en République dominicaine. Il a fait la même chose avec le cinéma, il a fait la même chose dans d'autres domaines. Ça va au-delà de la corruption autour. Ce que je veux dire, c'est que, et je pense que c'est ce que la Rose, c'est ce que Wowo m'ont dit, d'une certaine façon, reconstruire ce pays va nécessiter
de l'imagination. D'abord, un changement politique. Sans cela, tout cela ne sera pas opérationnel. Deuxièmement, si vous voulez des investissements, il va falloir mettre en place des changements au niveau juridique. Parce que sans cela aussi, il n'y aura pas d'investissement significatif. Il y aura des pirates qui viendront. Troisième point, effectivement, il y a des formes nouvelles et un État représentatif peut négocier avec l'international. Je prends juste un exemple. Il y a quelques années, il y avait déjà une tentative de négocier avec le gouvernement de Jean Charest autour du fait que ce sont les plus pauvres de la diaspora qui envoient de l'argent en Haïti. Et que ça veut dire un double processus d'appauvrissement. Et qu'il fallait négocier, par exemple, ce qu'on peut appeler soit des crédits d'impôt qui reconnaîtraient ces envois à l'extérieur dans les transferts. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de recanaliser. Et ça s'est fait, par exemple, en petite Kabylie en Algérie, où beaucoup de ressources venues de France par les Kabyles vont permettre le développement en petite Kabylie, le développement de petites entreprises et de moyennes entreprises familiales. Donc, mais cela ne peut se faire qu'avec un transfert politique. Maintenant, il faut négocier les conditions de cette transition politique pour mettre en place des institutions qui répondent aux besoins de la population. Je crois que c'est là encore qu'il faut négocier des alliances, qu'il faut voir de quelle façon on va opérer et négocier ce que, je pense c'est Wawam qui l'a souligné, ce qui avait été opérationnel en République dominicaine, c'est-à-dire un pacte de gouvernabilité, donc une entente qui permet effectivement d'amorcer ces changements qui vont s'opérer sur 50 ans, sur 60 ans. Mais quelque part, il va falloir que ces changements dépendent aussi de l'appui qui peut venir de la diaspora. Voilà. Vous savez, quand il y a eu déjà le projet, c'était après le tremblement de terre, il y a eu quand même 700 personnes, techniciens, professionnels venus de tout le monde qui ont élaboré ce projet qui existe encore, qui peut servir de draft. Qui a été publié par les presses de Polytechnique, c'était sous la direction de Samuel Pierre. Donc c'est un travail pour ne pas recommencer tout le temps les mêmes choses. Mais il y a beaucoup d'exemples dans le monde sur lesquels on peut s'appuyer. Je parle d'exemples positifs. Voilà. Merci. Et puis, messieurs, vous n'avez pas entendu beaucoup Asma Hortelou, la seule femme de l'équipe, là. Il faut nous dire aussi qu'est-ce que la diaspora peut apporter dans la construction de la nouvelle Haïti. Comment tu vois la chose? Moi, j'appuie ce que j'ai entendu, mais plus précisément la sortie du professeur Chantal. Haïti, il me semble qu'il n'y a pas de gens capables de prendre la science et de travailler avec la science ou de faire travailler. Tout se fait, puis moi je regarde ça, puis c'est peut-être de loin, tout se fait au petit bonheur en Haïti. Il n'y a pas un gouvernement. D'ailleurs, les gens vont en élection sans plan, sans projet, sans quoi que ce soit. Ils s'en vont, puis ils espèrent devenir le président. Mais président pour faire quoi? Nul ne le sait. Parce que on n'a pas ce réflexe-là de faire appel à la science pour savoir, mais avec un pays comme Haïti, que dit la science pour que ce pays-là puisse avancer? Alors, moi, je pense que ça doit passer par là. Mais voilà, et puis, bon, moi, je dirais juste un tout petit mot. Oui, la diaspora doit apporter sa contribution. Nous avons, Jean-Emmanuel l'a dit, Haïti doit prendre conscience qu'on s'est essayé de se passer des compétences qui vivent dans la diaspora et on a vu le résultat que ça donne à un moment donné. Haïti doit se dire qu'on ne peut plus, qu'on ne doit plus essayer de se passer de ces compétences-là. Ça ne veut pas dire que les Haïtiens de la diaspora sont meilleurs, sont ci, sont ça, mais ils ont la compétence et ils ont l'argent, ils ont les fonds. Arrêtez de penser qu'on peut envoyer de l'argent en Haïti et aussi, en même temps,
être en Haïti, n'est-ce pas, pour faire en sorte que ces fonds-là restent et servent de levier. On ne peut pas être en même temps en amont et en aval. Si on est à l'extérieur, on envoie de l'argent, mais c'est les gens de l'intérieur qui doivent s'arranger pour produire à leur tour et faire en sorte que les fonds qu'on envoie restent en Haïti pour le développement d'Haïti. Cela dit, nous avons un autre handicap. Moi, j'ai vu 2 expériences et professeur Franz Voltaire le sait aussi. On vous met même l'État d'où nous venons, hein, de la diaspora au Canada. On a vu cette expérience. J'ai quelqu'un en Glade qui est décédé et qui était très amer parce qu'il voulait apporter sa contribution à l'édifice d'Haïti à un moment donné et il fallait qu'il passe par les autorités canadiennes québécoises et il a eu toutes sortes de misères. Et au moment du tremblement de terre aussi, des connaissances haïtiennes voulaient apporter leur plan, voulaient apporter leur aide à Haïti et ils ont été boycottés et on a préféré envoyer en Haïti des étrangers qui ne connaissent pas parce que. Alors donc, c'est autant d'ennemis, pas vrai? N'est-ce pas? Asma, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste pour vous dire, chers messieurs, que je reçois beaucoup de messages pour vous féliciter pour cette initiative. Il y en a même une qui vient de m'écrire pour me dire ça fait changement des discours qu'on entend généralement quand on parle d'Haïti. Alors, je vous transmets tous ces beaux mots. Et il y en a un qui vient de me dire, une fois de plus, on vient de vivre un bon moment, un grand moment de radio à CPAM. Alors, tout à votre honneur. Merci, mais je dois dire que tu as poussé très fort aussi, Asma Heurtelou, pour l'organisation de cette émission. Merci d'abord la première, Asma Heurtelou. Merci à Franz Voltaire. Merci à Chantal Rorom. Merci à Jean-Emmanuel Lapierre. Merci à Chalmers Larose. Merci, au revoir. Merci à Jean-Emmanuel Pierre. Mais s'il était là, il nous aurait dit... Qu'est-ce qu'il aurait dit, Asma? Faut qu'il arrête de jouer. Non. Alors, merci à Jess Pierre, merci à vous tous, auditeurs. Merci, Franz, merci à tous. Une belle émission et encore une fois, merci. Merci, au revoir. Et on demande un petit peu aussi à Yvon Chéry de nous excuser. On a volé au moins 5 minutes dans son émission. Merci, au revoir et à la prochaine. Voilà. On fait la pause et de l'autre côté, Yvon Chéry avec vous. Restez là.